peut-être le rapprocher un petit peu. Voilà, voilà. Comme ceci, on est pas mal. Et donc, finalement, ce qu'il faut expliquer, c'est que je suis totalement en train de tourner dans la chambre de mon fils. Hein. Je m'en bats les couilles. Hein. Vraiment, je suis en mode je m'en bats les couilles. Là, c'est en ce moment vraiment le mot d'ordre, on peut le dire. Vous savez ce qui est bien quand on est dictateur, c'est qu'on peut tout se permettre. Brûler ses habits à chaque fois qu'on les change, interdire les barbes et les machines à écrire, déplacer du jour au lendemain sa capitale au beau milieu de nulle part, interdire l'achat, l'importation, le port, la vente de manteaux en cuir, ou encore interdire les jupes et les dents en or. Normal. Bref, les dictateurs, ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Le foot peut même être leur jouet, souvent pour des raisons politiques, et parfois même littéralement. Un dirigeant qui devient pro à 54 ans, un joueur qui s'oppose au régime en place, le fils d'un dictateur qui torture les joueurs de l'équipe nationale. Bref, aujourd'hui dans cette vidéo, vous l'avez compris, on va parler beaucoup de dictature et un petit peu de foot, et autant vous dire que c'est pas demain la veille que j'arriverai à monétiser mes vidéos. Quand on parle de dictature et foot, on pense immédiatement aux dictateurs qui ont organisé des mondiaux dans leur pays, tels que l'italien Mussolini ou Videla en Argentine. Ou alors au rapport plus que trouble entre le dictateur espagnol Franco et les clubs de foot de son pays. Dans tous ces cas de figure, le foot sert pour ses dirigeants à soigner la perception extérieure de leur régime, donc à redorer leur blouson, leur blason. Ouais, bref, je sais plus. Mais en plus de l'image à l'international, cela sert aussi à l'intérieur même du pays. Par exemple, en se rapprochant du Real Madrid, le dictateur Franco avait profité des succès sportifs de ce club pour attiser le sentiment d'une Espagne triomphante, le sentiment patriotique et national, tout en s'opposant au séparatisme catalan. Traduction, les matchs achetés par le Real, ça date pas d'hier. Comme je le disais plus tôt, les dictateurs, ça peut tout se permettre, et même devenir, à un âge déraisonnable, footballeur professionnel. Alors que sportivement, bon, c'est pas une bonne idée, hein. Clairement pas. Mais c'est peut-être justement à ce genre de mauvaises idées qu'on reconnaît les bons des mauvais dictateurs. Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises situations. Vous savez, le métier de dictateur, c'est avant tout des rencontres. Bon alors, le monsieur dont je vais vous parler maintenant, on peut pas vraiment parler de dictateur parce qu'il n'est que vice-président de son pays, le Suriname. Donc, je suis pas certain que du point de vue démocratie, le Suriname est très bien placé dans l'échelle des nations, mais enfin sachez que ce monsieur est également roi du patrimoine surinamo-africain. Non, en fait non. Posez pas de questions, cherchez pas, c'est symbolique. Stop. En soi, j'ai pas de problème avec le fait que ce soit un ancien militaire qui ait pris les armes et la tête de la rébellion contre le dictateur en place, dont il était lui-même en fait à la base le chef des gardes du corps. J'ai pas non plus de problème avec le fait qu'en 1990, il ait été condamné par la justice néerlandaise à 8 ans de prison et à 10 ans de prison par la justice française pour trafic de drogue. Ça va encore. Qu'il soit, d'après le New York Times, baron du trafic d'or, père de plus de 50 enfants, braqueur recherché internationalement, vraiment, ça m'empêche pas de dormir, je vous le dis. Hein. Mais ce qui m'emmerde le plus, c'est son putain de blaze imprononçable. Bon allez, ça va partir sur un copier-coller au montage et on n'en parle plus. Allez, ciao. Ce charmant monsieur, donc je ne prononcerai pas le nom, je vais pas m'y risquer, en 2021, il a participé, il a joué, vraiment, le 8e de finale aller de la coupe de la CONCACAF face au CD Olympia. Et cela à l'âge vénérable de 60 ans et 198 jours. Ouais. Alors comment il a fait ça? C'est-à-dire qu'en fait, il est à la fois propriétaire et président du club du l'Inter Moegan. Ouais, même ça, j'arrive pas à le dire, purée. Évidemment, il était capitaine de l'équipe, ça va pas vous étonner, mais là où vous allez vraiment pas le voir arriver, il a pris 6-0 dans sa face, allez ciao, ça c'est fait. On peut imaginer que ça a dû être le titulaire habituel à son poste, ainsi que l'entraîneur, qui ont dû être vraiment très contents de la performance. Evo Morales, alors l'ancien dirigeant autoritaire de la Bolivie était un grand fan de football. C'était du genre autant à aller taper des foot avec son grand pote Maradona, qu'avec l'ancien dirigeant de l'Iran, Mahmoud Ahmadinejad. Et donc en 2014, Evo, il en a marre des matchs amicaux entre l'équipe présidentielle versus l'équipe municipale de La Paz. Donc il décide, comme ça, dans le calme, tranquillou, à 54 ans, de signer un contrat professionnel avec l'équipe de Sport Boys qui joue en première division. Voilà. Bien entendu, absolument aucun passif de footballeur, c'est juste pour le plaisir. Et évidemment, il a fait ça
en plein milieu de sa campagne électorale pour son 3e mandat. Mais bien entendu, il n'y a aucun rapport. Non, non, vraiment. Juré, craché. Socrates. Si vous avez un tout petit peu de culture footballistique, en théorie, vous avez déjà entendu parler de son nom, vous connaissez même peut-être un petit peu le personnage et son histoire. Donc vous connaissez déjà certainement l'impact qu'il a eu dans son pays en instituant au sein de son club, le Corinthians FC, un système d'autogestion par les joueurs. Ce système, on l'a appelé la démocratie corinthienne et c'était totalement révolutionnaire dans tous les sens du terme à l'époque, surtout dans un pays qui était dirigé d'une main de fer par une dictature militaire. L'équipe est même allée jusqu'à afficher ouvertement sur le terrain son soutien à la démocratie, et le pire, c'est qu'il y a eu des résultats et même des titres. Si vous ne connaissez pas cette histoire, il faut absolument aller la découvrir. Allez lire ce que je vous mets en description. La petite anecdote que je vous offre, elle n'est pas très connue, je la trouve totalement folle, j'ai découvert dans cette excellente biographie, donc Dr Socrates d'Andrew Downey. Andrew Downey, oh yeah. C'est la fois où Socrates a accepté l'invitation de Kadhafi, donc qui était le dictateur en place de la Libye, à le rejoindre dans son pays en 1996. Après avoir roulé toute la nuit depuis la Tunisie dans un convoi de 4x4, les deux oiseaux se rencontrèrent sous une tente et passèrent la nuit à discuter de philosophie, football, passion, amour, tout ça. Enfin, normal, hein, une discussion tout à fait basique que tout le monde aurait avec un dictateur. C'est en tout cas ce qui m'arriverait certainement, bien entendu. Ou pas. Jusqu'au moment sublime où le dictateur libyen proposa à Socrates de le financer si ce dernier se présentait aux élections présidentielles brésiliennes. Non, mais vous imaginez un petit peu le scénario de ouf. Non mais moi j'ai des images, j'ai une espèce d'uchronie qui se crée dans ma tête, un truc de dingue si Socrates avait accepté, oui parce qu'il a refusé bien entendu, non mais s'il avait accepté, vous imaginez s'il avait gagné les élections présidentielles, le truc de fou. Carlos Caselli. Alors ce joueur, je ne le connaissais pas du tout, je l'ai découvert pendant mes recherches, et ma foi, il a une histoire assez passionnante. C'était donc un attaquant chilien international et joueur de Colo-Colo, l'un des plus gros clubs du pays. Il a moult fois fait trembler les filets dans son championnat et en sélection entre les années 70 et 80. Il est célèbre dans son pays, et pas que, pour notamment 2 faits marquants. Tout d'abord, il est le tout premier joueur de l'histoire à recevoir un carton rouge, c'était contre la RFA lors du mondial 74, et pour avoir loupé un penalty qu'il avait lui-même provoqué contre l'Autriche lors du mondial 1982. Bon, il n'était pas que un type maudit en Coupe du Monde, il était aussi un excellent joueur, excellent attaquant, qui a marqué de nombreux buts, a été souvent élu meilleur joueur et été meilleur marqueur de son championnat, a gagné plein de titres, etc. Mais ce qui est moins connu, c'est qu'il s'était ouvertement engagé contre la dictature de Pinochet, auquel il avait en public refusé de serrer la main. Je ne sais pas si j'aurais eu le coronesse, moi, à sa place, clairement. Évidemment, il l'a payé en sélection, puisqu'il a été pendant très longtemps placardé. Bref, mis de côté, quoi. Il s'est toujours engagé politiquement à gauche, hein, et était présenté par les médias de gauche comme un exemple pour la jeunesse et pour les travailleurs. Clairement, c'est là qu'on voit que c'était une autre époque, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est la gauche qui veut pas serrer la main du foot. Bon, vous reprendrez bien un petit dernier dictateur pour la route ? Hein ? Ah, mon petit préféré, la cerise sur le gâteau à la merde, Uday Hussein. Celui qui porte le même prénom qu'un célèbre entraîneur remontadesque est le fils du dictateur irakien Saddam Hussein. Ce très agréable monsieur a été, trop longtemps, président du comité olympique irakien et président de la fédération de football irakienne. Et son surnom, c'était le loup. Alors quand t'es un fils de dictateur un peu taré, tu t'appelles le loup. Oh, ça sent pas bon, hein, on est d'accord, hein. Son petit truc à lui, c'était de punir personnellement les joueurs de foot de la sélection nationale à chaque fois qu'ils avaient perdu un match. Bah, le problème, c'est qu'ils en ont beaucoup perdu, des matchs. Uday avait beau leur expliquer que c'était pour les endurcir, les joueurs avaient un petit peu du mal à comprendre pourquoi ils avaient quand même à subir des tortures et des emprisonnements dans la pire prison du pays. Alors peut-être, je dis pas, que les coups de fouet, les tabassages, les bains glacés, les journées de travail forcé de 12 heures, les emprisonnements, etc., sont des méthodes de travail révolutionnaires, innovatrices pour produire un meilleur football, peut-être. Mais il faudra quand même peut-être m'expliquer pourquoi ces fameuses méthodes d'entraînement, elles étaient appliquées même quand l'équipe ne perdait pas les matchs. Voilà, donc ça, là, j'avoue que là, je comprends pas. Là, ça me dépasse complètement, là. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai eu pas mal de mal à la sortir, à la coucher. Donc, écoutez, simplement, à bientôt. Enfin, peut-être. Bon, j'espère qu'on va passer un bon euro. En tout cas, on verra si je trouve la motive de faire des vidéos.
C'est pas les idées qui manquent, c'est plutôt le temps, l'énergie, tout ça. Bref, bon euro à vous, et puis allez, l'équipe de France, hein. Gros bisous.